Ils étaient de retour dans la rue ce jeudi pour une 12e journée de manifestation contre la réforme des retraites, des opposants moins nombreux mais toujours aussi déterminés. Après un passage éclair en Irlande du Nord, le président américain Joe Biden était à Dublin ce jeudi pour un discours historique devant le Parlement irlandais. Moscou dit bloquer les forces ukrainiennes à Bakhmout. Kiev dément. Le groupe paramilitaire Wagner rapporte des combats féroces et difficiles. La Commission européenne avertit l'Espagne qu'elle doit remplir ses obligations pour protéger la réserve naturelle de Doñana dans le sud du pays. Après quasiment 3 mois de conflit social, nouvelle et 12e journée de manifestation en France contre la réforme des retraites. Selon le ministère de l'Intérieur, 380 000 manifestants ont défilé ce jeudi contre 570 000 le 6 avril. C'est la deuxième plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, après celle du 11 mars. Des opposants nettement moins nombreux donc, mais toujours déterminés à poursuivre le mouvement. Il faut qu'on sorte par le haut de cette situation, et la meilleure façon, c'est le retrait de la loi, soit par le Conseil constitutionnel, ou soit par la mobilisation qu'on veut maintenir. De leur côté, les syndicats revendiquent des chiffres bien plus hauts, avec plus d'1,5 million de manifestants contre 2 millions la semaine dernière. Objet de toutes les attentions, le Conseil constitutionnel, qui doit valider ou non ce vendredi la loi controversée, a été placé sous haute surveillance. Les responsables syndicaux devaient se réunir pour préparer leur réaction commune aux différents scénarios en fonction du verdict des sages. Moment historique au Parlement irlandais ce jeudi que l'intervention du président américain. L'accueil a été chaleureux pour celui qui dit porter l'Irlande dans son âme. Joe Biden est en effet d'origine irlandaise et il est le 3e occupant de la Maison-Blanche à prononcer un discours devant l'hémicycle. Well, Mom, you said it would happen. The values we share remain to this day the core of our historic partnership between our people and our governments. As nations, we've known hardship and division, but we've also found solace and sympathy in one another. Avant de s'adresser aux deux chambres du Parlement irlandais, Joe Biden a rencontré le Premier ministre irlandais pour notamment un débriefing sur la visite éclair du président américain dans la province britannique d'Irlande du Nord. Joe Biden s'est rendu à Belfast pour marquer le 25e anniversaire de l'accord du Vendredi saint. À Dublin, il a également rencontré le président irlandais Michael Higgins. Embarqué dans un voyage sentimental sur les traces de ses ancêtres en Irlande, Joe Biden a profité de sa visite pour planter un arbre dans la résidence présidentielle. Il a aussi sonné la cloche de la paix installée en 2008 pour célébrer le 10e anniversaire des accords de Belfast. Depuis des semaines, ces soldats ukrainiens creusent des tranchées autour de la ville de Bakhmout, épicentre des combats depuis l'été dernier. Ce jeudi, la Russie a affirmé bloquer les forces ukrainiennes dans Bakhmout et empêcher tout renfort d'y entrer, laissant entendre qu'elle était sur le point de prendre la ville. L'armée ukrainienne a immédiatement démenti, tout comme le chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Ses combattants sont en première ligne à Bakhmout. Selon lui, des combats difficiles et féroces sont en cours et il est encore prématuré de parler d'un encerclement complet de la ville. Il estime que les forces du Kremlin en contrôleraient environ 80%. Dans ses communiqués et lors des conférences de presse, l'armée ukrainienne, elle, préfère mettre l'accent sur les pertes que la bataille de Bakhmout coûte à l'ennemi. Selon l'état-major ukrainien, la Russie a perdu environ 4500 soldats et mercenaires de l'armée régulière au cours des 2 dernières semaines. Avant l'invasion, Bakhmout comptait quelques 70 000 habitants. La ville est aujourd'hui presque totalement détruite. The Russian Ministry of Defense and Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin acknowledged each other's roles in the Bakhmut effort. The Russian Ministry of Defense and Prigozhin claimed that Wagner fighters comprise the main effort to take territory and push Ukrainian forces in central Bakhmut, whereas unspecified Russian airborne elements comprise the supporting effort on Wagner's flanks north and south of the town. The Russian forces on the flanks likely aim only to hold the flanks rather than make any significant advances. Now, this array of forces suggests that the Russian Ministry of Defense intends to use the Wagner Group to capture Bakhmut while minimizing casualties among conventional Russian forces
supporting the Institute for the Study of War's prior assessments that the Ministry of Defense seeks to use Wagner forces to capture Bakhmut, then supplant them and take credit for the victory. Russian forces continued ground attacks in and around Bakhmut and did not make any confirmed gains in the city. The Ukrainian General Staff reported that fierce fighting is ongoing within Bakhmut and that Russian troops conducted unsuccessful offensive actions near Khromovo, 3 kilometers west of Bakhmut, and Bogdanivka, 5 kilometers northwest. The Institute for the Study of War says Russian forces are visually confirmed to control at least 76.5% of Bakhmut as of the 11th of April. The think tank says Wagner Group is likely involved in the removal of Ukrainian civilians, including children from Bakhmut, by moving them further into Russian-occupied territory or deporting to the Russian Federation. Il s'appelait Mohammad Mehdi Karami ou encore Seyed Mohamed Hosseini ont été exécutés en Iran le 7 janvier dernier. Depuis le début de la révolte contre le régime en septembre dernier, 17 personnes ont été condamnées à la peine capitale. Selon le rapport de 2 organisations des droits de l'homme publié ce jeudi, les exécutions ont augmenté de 75% en Iran en 2022 avec au moins 582 pendaisons pour cette seule année. Ce chiffre est le plus élevé dans la République islamique depuis 2015. Les autorités iraniennes ont violemment réprimé le mouvement de contestation avec 4 pendaisons qui y sont directement liées, provoquant des condamnations à l'étranger, affirme le rapport. Pour les ONG, la peine de mort a été une fois de plus utilisée comme un ultime outil d'intimidation et d'oppression par le régime iranien dans le but de maintenir la stabilité de son pouvoir. Ils sortent les uns après les autres. Un par un, les personnes mises en examen dans le scandale de corruption au sein du Parlement européen voient la fin de leur détention. Le cerveau présumé de l'affaire, Pier Antonio Panzeri, a quitté jeudi la prison, mais il doit porter un bracelet électronique. Il a conclu un accord avec la justice belge et compte collaborer avec les juges sous le statut de repenti. Même jour, même sortie et même surveillance à distance pour l'eurodéputé Marc Tarabella. Le parlementaire belge répète qu'il n'a rien à se reprocher et se dit soulagé de retrouver sa famille après une réelle épreuve. Eva Kaili sera la dernière dont la détention doit prendre fin. Comme les autres suspects, elle devra porter un bracelet électronique. Arrêtée le 9 décembre, les enquêteurs ont retrouvé à son domicile bruxellois des sacs remplis d'argent. Son avocat souligne que la police n'a retrouvé aucune empreinte sur les billets et qu'elle continue de clamer son innocence. Elle est dans un bon état psychologique et attend avec impatience le moment où la porte de la prison va ouvrir pour aller chez elle, embrasser sa fille. Son compagnon Francesco Giorgi a lui été libéré en février, mais ils ne résideront pas sous le même toit. Ancien assistant parlementaire de 2 des accusés, l'Italien aurait bénéficié d'une sortie précoce pour avoir reconnu sa participation à une organisation employée par le Qatar et le Maroc pour tenter d'influencer les décisions au Parlement européen. Avec la libération en février de Niccolò Figa Talamanca, les 5 personnes mises en examen ne sont plus ou ne seront plus en détention. Une 6e personne, l'eurodéputé Andrea Cozzolino, est quant à lui dans l'attente de son extradition d'Italie vers la Belgique. Elles sont accusées de corruption, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle. Le plan d'irrigation agricole autour du parc naturel espagnol de Doñana provoque des tensions. Le gouvernement régional conservateur d'Andalousie veut une amnistie pour les exploitations illégales de fraises qui utilisent l'eau des zones humides, dont l'état environnemental est critique. Les écologistes et la Commission européenne ne cachent pas leurs inquiétudes. La Cour de justice de l'Union a d'ailleurs déjà condamné l'Espagne pour manquement à la protection de cette réserve naturelle. If necessary, the Commission will have the possibility to take further measures to ensure that Spain complies with that Court of Justice ruling. But at the moment, as I say, we're assessing the observations that have been submitted and, of course, following closely the developments.
La Commission a transmis une lettre le mois dernier dans laquelle elle avertit Madrid qu'elle pourrait lancer une procédure judiciaire pour imposer de lourdes sanctions. L'institution souligne que si la nouvelle loi espagnole est approuvée, ce serait une violation flagrante de la décision de la Cour de justice de l'Union. Pour certains eurodéputés, les conséquences pourraient être irréversibles pour le parc naturel. En este caso lo que hemos hecho es interpelar de nuevo, denunciar de nuevo ante la Comisión Europea este atropello, pidiendo de alguna manera que se pongan en marcha todas esas medidas a las que se comprometió ya la Comisión y en su caso, pues si fuera necesario, solicitando la aplicación de medidas cautelares para paralizar este ecocidio. Les zones humides et l'écosystème du parc de Doñana sont sérieusement dégradés. Les dernières données indiquent que 59% des plus grandes lagunes sont asséchées depuis 2013. C'est une odyssée de 8 ans qui commence ce vendredi. La mission JUICE s'apprête à débuter son voyage de 884 millions de kilomètres vers Jupiter et ses lunes glacées. Il s'agit de l'objectif le plus ambitieux et le plus éloigné pour l'Agence spatiale européenne. Cette mission lui permettra de confirmer si la plus grande planète du système solaire peut abriter la vie. We won't get underneath the surface with JUICE, but what JUICE will be able to tell us is how thick the ice crust is. So if we want to go back again and send a lander, at least we know where to land. You know, I'm often asked, why aren't you sending a lander now? We don't know where to land. Conçus par Airbus, les composants de JUICE ont été fabriqués par plusieurs dizaines d'entreprises européennes. L'arrivée sur la plus grande lune de Jupiter, découverte par Galilée il y a 400 ans, est prévue pour juillet 2031.